Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je vous remercie de bien vouloir prendre place. Monsieur Laurent Lalanne, attaché culturel du Consulat général de France à Québec, Monsieur Jean-Baptiste Gabéraud, chargé de mission Arts et Culture du Consulat général de France à Québec, Monsieur Guillermo Tagino, consul du Consulat général de la République argentine à Montréal, Madame Paula Condé, assistante en affaires culturelles du Consulat général de la République argentine à Montréal, Madame Katia Mir, directrice générale du Mois de la photo à Montréal, Monsieur Joan Fontcuberta, commissaire invité, Madame Diane Charbonneau, présidente du conseil d'administration du Mois de la photo à Montréal, artiste, journaliste, collègues. Au nom du Musée des Beaux-Arts de Montréal et de Nathalie Bondil, qui ne pouvait se joindre à nous aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue. Mon nom est Marie-Ève Beaupré. Je suis conservatrice en art québécois-canadien contemporain ici au musée. Nous sommes très fiers de nous associer avec le Mois de la photo à Montréal depuis plus de 10 ans maintenant. Il s'agit d'un événement rassembleur, visiblement, qui collabore avec plus de 15 lieux différents de diffusion cette année. C'est donc dire que cet automne, Montréal sera photosensible. Il me fait plaisir de vous présenter Madame Diane Charbonneau, présidente du conseil d'administration du Mois de la photo à Montréal, et de lui céder la parole. Alors, je vais m'entretenir avec vous juste quelques minutes. En fait, juste pour vous rappeler un peu le mandat du Mois de la photo, mais aussi de vous présenter Katia Mir, qui est notre nouvelle directrice depuis l'été dernier. Alors, le Mois de la photo à Montréal, qui en est maintenant à sa 14e édition, est une biennale internationale portant sur la photographie, l'image en mouvement et les arts médiatiques. Pour chacune des éditions, un commissaire invité a développé une rigoureuse programmation d'exposition. Le Mois de la photo collabore avec un nombre impressionnant d'artistes, d'universitaires, d'intellectuels, de galeries et d'organisations pour produire un événement de qualité qui offre une plateforme pour la recherche et la pensée critique. Mettant en valeur d'exceptionnels artistes et leurs projets, la Biennale encourage le dialogue entre les artistes canadiens, internationaux et montréalais. Les partenariats avec les lieux d'exposition reconnus pour leur excellence, ainsi que la collaboration avec la communauté de photographes et d'artistes montréalais est la clé du succès du Mois de la photo. La contribution de ces différents partenaires permet d'approfondir la réflexion sur le statut de la photographie aujourd'hui et offre un apport crucial aux discussions et aux débats qui poussent l'expérimentation. De plus, la Biennale offre un large éventail d'événements qui permettent au public d'apprécier les différentes tendances de l'image contemporaine canadienne et internationale et d'en apprendre davantage sur les questions actuelles qui lui sont liées. Katia va vous en parler en profondeur. Il me fait plaisir de vous présenter Katia Mir, directrice générale du Mois de la photo. Elle est une figure importante de la scène culturelle montréalaise. Elle travaille depuis plus de 20 ans dans le domaine de l'art contemporain, ayant eu des mandats et des postes variés auprès de différentes organisations montréalaises artistiques en tant que directrice et commissaire. Depuis 2014, donc l'été, elle a été nommée à la tête du Mois de la photo comme directrice afin de développer audacieusement le mandat du mois et afin de positionner la Biennale comme un événement de premier plan du monde international de l'art qui répond aux préoccupations actuelles de l'image. Je profite de cette occasion aussi pour souligner le dévouement et le travail de toute l'équipe du Mois de la photo, ainsi que le commissaire invité Joan Fontcuberta, pour la réalisation d'une édition 2014 extraordinaire. Je laisse la parole à Katia. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Merci Diane. I don't have a speech. J'espère que vous allez bien. Je suis très contente que vous soyez là. It means a lot to me.
and to everyone that's connected to the Biennale. I will start by giving you a little bit of an overview of Le Mois de la Photo à Montréal, the thematics of the 2015 edition. We'll be talking about the participating exhibitions, venues. We will also talk about the outstanding artists that we will present this year, and we'll touch very briefly on the upcoming events for 2015. So the Mois de la Photo à Montréal is an international biennale, as most of you know, presenting at its core photography and moving image, the media arts as well. We will work on an impressive number of exceptional, we work with, not on, with an impressive number of exceptional curators, artists, scholars, thinkers, galleries, and organizations to produce a cutting-edge program. And we provide a platform for research and critical thinking. We believe in providing a challenging, exciting, and enjoyable experience for our visitors of all ages who come from around the globe. We believe in excellence, creativity, research, and partnership. Excellence in our extensive and compelling programming, from stimulating exhibitions to exciting video screenings and outdoor projects, from informative artist talks to portfolio reviews for professional artists, from activities for school groups to guided tours specially conceived for our visitors. We will officially launch the Biennale at our pre-launch gala with a sneak preview of some of the exhibitions, followed by a series of openings held over 3 days in 15 locations. We believe in creativity by presenting outstanding artists from Quebec, Canada, and abroad who are at the forefront of current artistic discourses. We believe in creativity by encouraging artists to produce new works responding to the thematics of our Biennale. And we believe in creativity by acknowledging notable art practices within the Biennale through the Dazibao Prize. We believe in research by inviting guest curators who are closely linked to today's photography and moving image communities, and who are working with the most exciting and forward-thinking art discourses and practices around the world. We believe in research by producing a publication and a conference where authors, thinkers, scholars, and art specialists from Montreal, Canada, and abroad expand and enrich on the ideas presented on the theme proposed by the guest curator. And we believe in partnerships by forging relationships with art venues, art organizations, the media, businesses, and governments, who are all very committed to presenting exciting and innovative programs. These dynamic events create a unique and exciting opportunity to experience art, generate debate, network, and solidify existing relationships within the context of an international and prestigious biennale. Le Mois de la Photo à Montréal will take place from September 10 to October 11, 2015. For my first edition, I'm fortunate enough to be joined by Joanne Foncuberta, who proposes to explore the theme, the post-photographic condition, a topic that affects not only the artistic community, but also the way we as individuals communicate in society. We will explore the internet, social media, networks, smartphones, video surveillance, Google Earth, and the ever-increasing number of images floating about, how these technologies have affected most of us in some way or another, and more specifically, how they have affected artists' production, their production. So
The 2015 Biennale features 29 artists from 5 continents and presents more than 100 works, some of which have been specially created for this edition. Many artists have never exhibited in Canada or in Montreal, so we're thrilled to introduce them to Montreal. We will provide, by the way, a document on your way out, which will give you the information that I'm sharing with you today, so you don't have to worry about the note-taking. It's too much. MPM is delighted to be partnering with 14 outstanding exhibition venues in Montreal to present an exciting group of artists. These influential institutional players uphold both a tradition of excellence as well as an experimental approach towards contemporary photography, video art practices, and contemporary art. Many of our exhibition partners are here with us today, so I thank you all for being here. The exhibition venues are l'Atelier Circulaire, Galerie Clark, Centre des Arts Skoll, des Arts Actuels Skoll, Centre Phi, Galerie B312, Galerie de l'UQAM, Galerie Joyce Yaouda, Galerie Leonard et Bina Ellen, Université Concordia, Maison de la Culture Frontenac, Musée des Beaux-Arts de Montréal, Musée McCord, Occurrence, Espace d'art et d'essai contemporain, Optica, Centre d'art contemporain, SBC, Galerie d'art contemporain. Furthermore, Le Mois de la Photo à Montréal will transform Parisian Laundry into our headquarters for our 15th location, where we will present 8 of the 29 artists presented at the Biennale. This venue will be center stage for many events, such as pre-launch gala, artist talks, workshops, and guided tours. We will divulge more information as we get closer to the dates, so please take a look at our website, our new website, and on our social media. So I would like to now introduce Joanne, who will elaborate on the post-photographic condition and announce the artists who are part of this year's thrilling edition. Over almost 4 decades of prolific dedication to photography, Joanne Fontcuberta has developed an artistic and theoretical practice which focuses on the conflicts between nature, technology, and truth. He has written dozens of books. He has curated international exhibitions. He co-founded the photography festival, Primavera Fotografica, in Barcelona in 1982. And in 1996, he was appointed artistic director of the Arles Rencontres Internationales de la Photographie, which is now called Les Rencontres d'Arles. In 2013, he received the Hasselblad Foundation Award for his artistic practice as well. So, Joanne, welcome. Bonjour, je suis très content d'être ici et je remercie Katia pour cette présentation. Dans la note biographique, je pense qu'elle a oublié un petit détail qui est important aujourd'hui et ici. Il faut me considérer à la moitié québécois. Je suis marié à une femme, une artiste québécoise, et alors après une vingtaine d'années que je me rends
je me rends dans les pays pour des visites de famille. Alors, pendant tout ce temps-là, je me suis familiarisé avec la poutine, le rigodon, les têtes à claques, qui, à mon avis, sont les grandes contributions du Québec à l'humanité. Alors, je pense que je mérite d'être considéré un des vôtres. Bon, soyons sérieux. Je dois vous présenter les concepts de notre festival, la condition photographique. Qu'est-ce que c'est la condition post-photographique? Qu'est-ce que c'est la photographie? C'est un mot inventé qui circule dans les milieux de la culture visuelle contemporaine, de la scène artistique. Une certaine logique nous dirait qu'il s'agit de la photographie qui arrive après la photographie, c'est-à-dire qui arrive après une certaine photographie telle qu'on l'a connue. Une photographie qui peut-être a reçu l'influence de la technologie numérique, des réseaux sociaux, de Internet, de la téléphonie mobile, etc. Mais on peut même penser que c'est une transformation de la photographie telle qu'on l'a connue, qui finalement nous amène, elle est devenue une sorte de monstruosité parce qu'on n'y reconnaît plus les valeurs originaux qui ont été fondamentales par la photographie. Alors, il y a vraiment dans la post-photographie beaucoup de cela, mais ce n'est pas tout, et même ce n'est pas le plus important. La photographie, après la photographie, mais on peut considérer aussi la photographie au-delà de la photographie, ou la photographie en arrière de la photographie. C'est-à-dire, qu'est-ce que la photographie aujourd'hui nous cache? Et alors, je pense qu'il y a plein d'éléments qui doivent être mis en jeu pour répondre à ces questions. Récapitulons, la post-photographie n'est pas ni un style, pas un mouvement, pas une période historique. Elle est avant tout un concept qui nous aide à clarifier qu'est-ce que c'est aujourd'hui l'image et en conséquence, qu'est-ce que nous sommes. Autrement dit, elle offre une occasion d'analyser à nouveau les photographies ainsi que notre entité comme sujet qui se servent des images pour négocier la plupart des aspects importants de notre vie. Donc, nous sommes témoins non pas de l'invention d'un nouveau procédé, mais par contre de la désinvention d'une culture, c'est-à-dire le démantèlement de la visualité que la photographie a déployée de façon hégémonique au long d'un siècle et demi, depuis 1839. Voyons quelques images qui peut-être nous apportent des indices. Nous sommes dans une révolution encore. C'est la révolution des images. Le monde aujourd'hui se constitue d'images. Nous habitons l'image et l'image nous habite. Et pourtant, d'ici, la dimension politique de l'image, c'est-à-dire, on peut s'intéresser à l'esthétique, mais il faut considérer la façon comment l'image est capable de formater nos consciences et pourtant avoir une incidence fondamentale, très intense, sur notre existence, dans l'individu et dans la société. La massification des images rend triviale chaque image, qui perd la dimension magique qu'elle avait à l'origine. L'image, donc, se sécularise. Cette sursaturation impose alors une écologie du visuel, une post-photographie qui légitime de nouvelles pratiques d'appropriation en les rendant tout à fait naturelles et spontanées. Mais pour la première fois dans l'histoire, nous sommes tous producteurs et consommateurs d'images. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit deux images, deux instantanées, du même endroit, la place Saint-Pierre à Rome, au moment des élections de pape. En 2005, l'élection de Benoît XVI, c'est-à-dire le pape Ratzinger, et en 2013, François Ier, Franciscus Ier.
C'est la même image prise par des photographes différents de l'agence Associated Press, mais dans ces 8 ans de parcours, on voit une différence fondamentale. Tout le monde a un petit appareil photographique, un smartphone, un téléphone intelligent, il fait des photos. C'est-à-dire que la photographie s'intègre comme geste dans notre quotidiennité. Parfois, ce n'est plus important le contenu de l'image. Ce n'est plus important l'image elle-même, c'est les gestes. C'est un geste parfois célébratoire. C'est un geste d'inscription biographique dans l'événement. C'est-à-dire que nous sommes producteurs et consommateurs d'images, et pourtant nous assistons à l'émergence d'une nouvelle figure biologique, l'homo photographicus, c'est-à-dire quelqu'un qui n'arrête de faire des photos. Et ça nous amène à un paradoxe. On fait tellement de photos, on dépense tellement de temps en faisant des photos qu'il ne reste pas de regarder les photos qu'on a faites. Et ça, c'est un peu la paradoxe de notre temps, notre paradoxe, disons, post-photographique. Voyons encore un autre exemple. Il y a à peine 10 ans, un téléphone portable servait essentiellement à parler. L'appareil photo intégré semblait un pur gadget, mais peu à peu, il s'est métamorphosé en prolongement de notre œil. Un outil d'un nouveau langage visuel qui s'invente tous les jours. Hier, faire de la photo impliquait un peu de la cérémonie. On produisait de la mémoire. On produisait un objet sur papier. On produisait du solide. Aujourd'hui, par contre, l'image sert à la conversation. Elle est éphémère. Et elle n'est plus faite pour durer. Elle est fluide et parfois même liquide. Dans les contextes donc de la post-photographie, la vérité et la mémoire qui ont été autrefois les fondements de la photographie cèdent les pas à la connectivité et la communication. On prend des selfies, pas pour faire des documents, pas pour montrer la réalité, mais pour faire des inscriptions autobiographiques, pour nous montrer, nous, dans la réalité, pour nous montrer comme sujet, comme protagoniste de l'événement. Et il y a plein de changements en conséquence. Si on voit, par exemple, l'œuvre de Michael Wolf, un photographe qui travaille à partir d'instantanés trouvés par hasard à Google Street View. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une disponibilité absolue et immédiate des images qui nous amène vers une nouvelle esthétique, l'esthétique de l'accès. L'image, oui, se dématérialise. Elle constitue maintenant de l'information sans corps, des spectres qui dorment dans les disques durs et les cartes de mémoire et qui habitent les écrans. Cela implique un renouvellement de sa dimension formelle et plasticienne. Il faudra donc s'interroger sur une idée différente des qualités chez la photographie, c'est-à-dire il y a une mise en abîme du canon. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui la qualité photographique? Qu'est-ce que c'est aujourd'hui le canon de l'image? Mais aussi, toute cette situation sert pour une discussion de longue portée, pas seulement sur l'image, mais sur les sujets de l'image, sur qu'est-ce que nous en sommes comme humains. Non? Dans la post-photographie, l'assignation de sens à l'image prévaut sur la fabrication de l'image. C'est-à-dire que l'auteur devient un prescripteur de sens, pas un producteur. Construire, produire, fabriquer l'image n'est plus important, ou ce n'est pas si important comme utiliser l'image dans une direction, dans un discours particulier. Mais cette dérive d'auteur nous invite à repenser notre condition humaine, et ça c'est vraiment important. Laissez-moi expliquer brièvement cette illustration. Ça c'est un photographe britannique spécialisé à des images de la nature, David Slater, qu'en 2011, il s'est trouvé dans l'île de Sulawesi, en Indonésie, en faisant un reportage sur les macaques noirs. Alors, il raconte que tout d'un coup, une femelle s'approche, prend son appareil photo et par hasard, presse les boutons et obtient un selfie. C'est la première selfie faite par un singe, merveille. Alors, l'image a été
reproduite dans l'une de beaucoup de publications, même elle s'intègre dans cette sensibilité New Age, comme c'est joli, comme c'est dingue, etc. Et l'image vraiment devient virale dans les réseaux sociaux. Parfait. Mais quand Wikipédia pense à une image pour illustrer, disons, les mots macaque noir, il utilise cette image. Et le photographe n'est pas content et présente une plainte. Il dit, j'ai des droits d'auteur sur cette image. C'est moi qui l'ai gérée. Et Wikipédia répond, non, 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 c'est une image faite par un singe. Pourtant, il n'y a pas de droits d'auteur. Finalement, cette polémique va finir dans les tribunaux aux États-Unis, qui déclarent, dans une sentence spectaculaire, que les œuvres produites par la nature, par Dieu, par les animaux et par les plantes n'ont pas droit à attribution d'auteur. C'est-à-dire, les fantômes ne peuvent pas faire de la photographie. Il faut un être humain. Alors, bon, ça c'est une anecdote. Peut-être les procès suivis en Angleterre, dans le Royaume-Uni, ça serait un résultat, une sentence différente, parce que les lois changent, sont des règles de jeu qui changent dans les temps et dans les pays, dans l'espace. Mais qu'est-ce qu'implique cette sentence? Implique le fait qu'on ne reconnaît pas de l'intentionnalité dans les singes. Alors, s'il n'y a pas d'intention, il n'y a pas de volonté. S'il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de conscience. Et s'il n'y a pas de conscience, il n'y a pas de conditions humaines. C'est-à-dire qu'à la limite, discuter la discussion, la mise en dérive de l'auteur qui propose la post-photographie, c'est nous remettre à cette discussion beaucoup plus profonde, beaucoup plus philosophique de qu'est-ce qu'il y a encore d'humain chez nous. Bon, alors, nous proposons ici quelques pistes de réflexion qui répondent à toutes ces questions. Comment notre relation aux images est-elle transformée? Quel nouveau espace significatif les images occupent, elles, dans nos vies? Par exemple, comment elles entreposent des rapports différents avec le temps, avec la mort, avec les corps, avec les émotions, avec les relations personnelles, avec l'intimité. On a perdu l'intimité. L'intimité devient une relique aujourd'hui. La privacité n'existe plus, etc. Ou dans le domaine du social, avec la participation en communauté, avec la démocratie, avec l'économie, etc. Aujourd'hui, on assiste à un changement complet de paradigme économique. La photographie, à l'origine, au XIXe siècle, était les parallèles d'une économie fondée sur l'industrialisation, sur les objets de production. Aujourd'hui, par contre, la post-photographie devient un reflet de la virtualité du marché financier, etc. Toutes ces sortes de phénomènes sont complètement relationnés, complètement intégrés. Et notre programme essaye d'analyser ces sortes de questions. C'est-à-dire, à l'ensemble de toutes ces sortes de questions, je propose articuler les programmes autour de 3 axes thématiques dont le titre serait « Un nouveau ordre visuel, la réalité reloadée et les sujets revisités ». Et permettez-moi finalement dévoiler les noms des artistes qui ont été choisis pour souligner toutes les idées que je viens de proposer. Dans les chapitres Un nouvel ordre visuel, on commence avec Adam Blomberg et Oliver Shanarin. Vous allez recevoir à la fin un dossier avec les petites biographies de chaque artiste et des informations complémentaires. Owen Kitt, Roberto Pellegrinucci, qui est aujourd'hui parmi nous, Roy Arden, Dina Kelberman, Paul Wong, Eric Kessels, Joachim Schmidt. Notre deuxième volet
la réalité reloadée va présenter les travaux d'Andreas Rutkauskas, aussi présent parmi nous, Miss Pixels, qui est le nom artistique d'Isabelle Gagné, encore parmi nous, Christina Battle, Janet Cardiff et George Burres-Miller, Jack Pougin, After Facebook, qui est aussi une équipe d'artistes qui changent tout le temps de nom, Liam Maloney, Sean Snyder, Dominique Blanc, encore ici, et le troisième, dernier sujet, le sujet revisité, avec la présence de Christopher Baker, Laia Abril, Leandro Berra, Isabelle Lemine, Simone Menner, Hans Heckelbaum, Grégory Chatonsky et Dominique Sirois, et Patricia Pixinini. En définitive, l'interprétation spéculative que nous vous offrons ici n'échappe ni au risque de l'immédiateté, ni à celui de l'absence de distance historique et de distance critique. La raison en est que nous ne nous occupons pas des fossiles, mais des phénomènes bien actuels, bien vivants. Plus que de chercher à offrir des conclusions définitives, ce qui serait peut-être présomptueux, nous sommes portés par le plaisir de partager notre curiosité et nos découvertes. Autrement dit, on vous propose d'observer ce qui se passe. Du point de vue de la maximisation de l'entropie, il s'agirait de mettre un peu d'ordre de ce qui se passe et tenter de comprendre qu'est-ce que c'est l'image aujourd'hui, qu'est-ce que c'est la société et qu'est-ce que l'avenir peut être. Et c'est ça notre but pour la prochaine édition du mois de la photographie à Montréal. J'espère pouvoir l'accomplir. Merci. Merci, Joanne. C'était très intéressant et we're looking forward to seeing the exhibitions that you are preparing and that we are preparing and reflecting on these wonderful ideas brought forward by you and by the artists. So now I'd like to speak. J'aimerais parler un peu de certaines programmations qui vont venir, seulement une petite portion des programmes et événements qui vont venir pendant la Biennale. Oops, pardon. Am I switching things around? L'Université Concordia, l'Université du Québec à Montréal et le Mois de la photo à Montréal s'associent pour présenter à partir d'aujourd'hui Reconsidering Post-Photography, un colloque international innovateur. Cet événement qui se tiendra du 1er au 3 octobre donnera la parole à d'éminents conférenciers canadiens et à des spécialistes de renom en provenance de l'étranger. Les conférences et les discussions se dérouleront en français et en anglais à l'Université Concordia et au Centre canadien d'architecture. De plus, chaque édition du Mois de la photo à Montréal s'accompagne d'une publication académique. Bien davantage qu'un catalogue d'exposition, la publication consiste à un ouvrage de référence autonome visant à approfondir la réflexion sur le thème de la Biennale. Voilà. L'ouvrage réunira un essai de Joanne Fontcuberta, 4 textes inédits rédigés par des experts en art contemporain et en art médiatique, dont les auteurs sont Derek de Kershkov, Suzanne Paquet, Fred Richin et David Thomas.
Et la publication sera prête pour l'ouverture de la biennale. Et j'aimerais remercier nos partenaires, subventionnaires et gouvernementaux, le Conseil des arts et des lettres du Québec, le Conseil des arts du Canada, le Conseil des arts de Montréal, le Bureau des festivals et des événements culturels de la Ville de Montréal, le patrimoine canadien, l'Emploi Québec, Tourisme Montréal, le Australia Council for the Arts, l'Institut français, le Consulat général de France à Québec, le Consulat général de Suisse à Montréal, le Consulat général de la République argentine à Montréal. Voilà. Et pour conclure, j'aimerais remercier infiniment l'équipe MPM pour leur apport ardu et leur engagement envers la Biennale. Yasmine Tremblay, Corinna Ilya, Hugues Dugas, Amélie Aumont, Marie-Catherine Leroux, Marjorie Paré, et ainsi que nos nouveaux arrivants, Dominique Mirand, Rodrigo Moreira et Natalia Petkov. Je vous remercie énormément. Et j'aimerais remercier le Musée des Beaux-Arts de nous accueillir ici. On apprécie beaucoup et on est très contents de notre collaboration ensemble de longues années.